merci beaucoup. Je suis très content d'être là et justement d'avoir cette discussion, de commencer cette discussion avec Florian. Bon, donc Florian va intervenir sur la déclaration, ce qu'elle contient et aussi un peu son actualité. Et moi aussi, je voulais intervenir sur la question de la pertinence de cette déclaration et du droit au développement. Et donc, vous me permettrez de faire un exercice un peu acrobatique, c'est-à-dire d'avoir quand même une conception de l'histoire qui, je crois, est celle qui s'impose, c'est-à-dire de partir du présent et en se posant les questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est-à-dire pour construire l'avenir, et en revenant dans le passé pour chercher un certain nombre d'explications ou de réflexions sur ce qui est en train de se passer. Donc je ferai des allers-retours entre la situation présente et la situation passée, celle qui a vu naître justement cette déclaration. On aurait pu faire autrement, partir de justement ce qu'a été l'importance de la décolonisation et la manière dont la déclaration s'est inscrite comme un des moments forts du mouvement de décolonisation, mais je pense que c'est peut-être intéressant de le faire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. D'autant qu'on se rend compte qu'on tient vraiment à quelque chose quand on a commencé à le perdre. Et donc c'est parce que la déclaration sur le droit au développement est contestée, a été très fortement contestée, et que cette contestation était importante, historiquement pour ceux qui l'ont contestée, que nous devons partir comme ça. Donc je commencerai par une première réflexion sur cette contestation du droit au développement par le néolibéralisme, et ensuite sur la situation actuelle et les réflexions que nous devons, les questions que nous devons prendre en compte du point de vue justement des problématiques du développement ou de la transformation sociale aujourd'hui. Et puis je retournerai dans la période de ce qu'a porté la décolonisation pour voir quels sont les éléments sur lesquels il nous faut revenir pour, d'une part, les renouveler et les remettre en avant. Avant de terminer par quelques mots sur des perspectives aujourd'hui ou d'avenir par rapport à ce qu'est le développement ou la conception du développement que nous pourrions mettre en avant. Donc, comme j'ai 20 minutes, ça fait 5 minutes par point, vous voyez, ce sera rapide, hein, schématique. Donc. Bon, alors, la contestation du droit au développement, je pense que c'est évidemment à partir de 79-80 que nous rentrons dans une nouvelle phase de la mondialisation. Bon, la mondialisation, comme vous le savez tous, est un phénomène relativement récent, il n'a que quelques siècles, donc il n'a pas commencé hier quand même, mais il progresse ou pas, enfin en tout cas il se développe par phase, par période. Et ces phases sont différentes et impliquent à chaque fois des modèles et des conceptions différentes. Donc la phase dans laquelle nous vivons, c'est celle que nous appelons la phase du néolibéralisme qui commence en 79-80. Et donc, à partir de laquelle se développent de nouvelles politiques de développement qui sont mises en œuvre et qui sont imposées. Cette phase succède à la phase précédente, que nous appellerons, pour simplifier, social-libérale ou keynésienne ou fordiste, enfin disons, la phase d'un compromis social qui a été historiquement important et qui est allé de 45 jusqu'à 78, 79, 80. Cette phase du néolibéralisme commence par une contre-offensive menée par des forces dominantes, on verra lesquelles tout à l'heure, contre-offensive contre trois grands mouvements historiques. D'abord le mouvement de la décolonisation, qui avait quand même obtenu un certain nombre d'acquis et qui avait essayé de construire un certain nombre de propositions après la période de la décolonisation proprement dite, qui n'est pas tout à fait terminée. Hein. Quand on regarde la Palestine ou un certain nombre d'autres endroits, on voit que cette période continue encore. La décolonisation n'est pas terminée. Mais avant que la décolonisation soit terminée, dès les années 60, on rentre déjà un peu dans la crise de la décolonisation. Crise de la décolonisation qui est liée à deux facteurs. D'une part, une reprise en main par les États
qui, pour simplifier, se retrouvent dans le groupe des 7, mettons, hein, qui sont tous des États anciennement coloniaux, et qui constituent un nouveau directoire, d'une certaine manière, une nouvelle instance de concertation et de direction du monde. Et puis, d'autre part, du fait aussi de l'évolution interne des différents régimes issus de la décolonisation, et qui, liés à ces facteurs externes de reprise en main, connaissent évidemment des évolutions souvent négatives, autoritaires, répressives. Et il faut dire que la reprise en main, la cause externe de l'évolution de ces régimes, c'est la crise de la dette. C'est la manière, c'est la gestion de la crise de la dette qui permet en quelque sorte de reprendre en main une partie des pays du Sud. Le deuxième mouvement historique, c'est le mouvement qui est issu de la Révolution de 17 et qui, lui aussi, va connaître des avatars. Un avatar, d'une part, une offensive externe, qui va être menée notamment par Reagan, à travers la course aux armements, hein, qui va obliger à un investissement dans les secteurs improductifs, et d'une part, et en même temps, l'évolution interne de ces régimes et la sous-estimation dramatique sous tous les plans de la démocratie qui va entraîner un éloignement entre les peuples et les régimes. Et le troisième mouvement historique, c'est évidemment le mouvement social, les luttes ouvrières et salariales, et donc qui va connaître aussi une très forte contre-offensive à travers notamment la précarisation et le chômage. Bon, vous voyez, c'est très rapide, mais c'est pour dire qu'en 80, il y a un changement de rapport de force dans le monde. Et que c'est sur ce changement de ce rapport de force qu'une nouvelle direction émerge au niveau de ce que l'on peut appeler le capitalisme mondial, pour simplifier, et qui est effectivement représenté par le marché mondial des capitaux. Effectivement, la régulation de l'économie mondiale est confiée au marché mondial des capitaux, et ce marché mondial des capitaux, comme vous le savez, l'exerce avec beaucoup de brutalité. À partir de ce moment, la conception du développement que l'on va avoir à partir de 1980 va être le rejet de tout ce qui avait été admis auparavant comme pouvant être une conception de développement, et va s'appuyer sur l'idée que, d'une part, la condition préalable et absolue du développement, c'est la croissance. Et effectivement, on va commencer à voir que tous les discours sur le développement vont commencer par des hymnes à la croissance, très largement partagés sur tous les échiquiers politiques, comme vous pouvez le vérifier tous les jours. Et ces hymnes à la croissance se traduisent par un certain nombre d'idées assez simples finalement. C'est que pour avoir de la croissance, il faut développer le marché mondial. Voilà. C'est le marché mondial qui dope la croissance. D'ailleurs, c'est vrai. Hein. Quand on développe le marché mondial, on dope la croissance, et on a de la croissance aussi bien dans le nord que dans une grande partie du sud. Et effectivement, d'une part, il y a donc cette idée du rôle du marché mondial, et aussi l'idée que pour faire progresser le marché mondial, il faut obliger chaque économie et même chaque société à s'ajuster au marché mondial. Et comment faire pour doper le marché mondial ? Eh bien, il faut s'appuyer sur les opérateurs qui apparaissent les plus efficaces, c'est-à-dire les entreprises multinationales. Il faut leur permettre d'investir où elles veulent, de retirer leurs profits quand elles veulent, et éliminer tout ce qui pouvait les empêcher de se développer et d'aller où elles veulent. Et la variable d'ajustement, c'est le travail. C'est effectivement la baisse générale des salaires qui entraîne d'ailleurs effectivement un accroissement de la part des profits par rapport au salaire dans la valeur ajoutée un peu partout dans le monde. Et qui entraîne aussi la nécessité de démanteler l'intervention économique des États de la main, qui justement, d'une part, apparaît comme un frein au libéralisme, enfin à ces acteurs, et d'autre part, dérive
des investissements qui pourraient être captés et organisés par le marché mondial des capitaux. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans les premières études qui sont faites par la Banque mondiale, on parle de limiter les investissements improductifs, et les investissements improductifs, c'est l'éducation et la santé. Évidemment, le vocabulaire va changer après les critiques que nous leur ferons. Au bout de 4 ou 5 ans, ils ne parlent plus d'investissement improductif, ils parlent simplement d'éducation et santé. Voilà. Donc, nous sommes dans cette période dans laquelle ce nouveau dogme du développement s'impose en contradiction avec tout ce qui avait existé dans la période 45-75. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Ça veut dire ajuster structurellement chaque société au marché mondial. Donc voici le nouveau cours. Maintenant, quand même, ça a commencé en 1980 et nous sommes en 2007, et donc ça fait un moment que ça dure. Donc, là je vais aborder mon deuxième point, on est capable de voir où ça nous a mené, et on est capable de mener la critique des conséquences de ces politiques et de cette nouvelle direction économique et de cette conception du développement. Bon, ben, cette critique, je vais la faire en me posant la question de dans quelle direction nous voudrions aller si nous cherchions une alternative par rapport à ce que nous avons, ce que nous vivons. Et donc je dirais que de notre point de vue, je dis de notre point de vue, c'est-à-dire du point de vue de ceux qui pensent quand même qu'on peut aller vers plus d'égalité et de justice, de notre point de vue, bon, et qui sont en général en principe réunis dans cette salle, de notre point de vue, il y a 4 grandes conséquences dramatiques que nous vivons du fait de l'application de ce modèle. La première conséquence, c'est qu'il y a de la croissance. Donc ce modèle est une réussite. Il est une réussite en tout cas pour le capitalisme financier. Il est une réussite pour le marché des capitaux, ceux qui contrôlent le marché des capitaux. Et qui d'ailleurs maintenant contrôlent les entreprises aussi, puisqu'on peut parler d'une véritable dictature des actionnaires dans les entreprises par rapport à toutes les forces prenantes dans les entreprises. Eh bien, il y a de la croissance. Si je prends l'exemple de la France, que je connais un peu, eh bien, la France est 2,5 fois plus riche qu'en 1980. Mais en 1980, il n'y avait pas beaucoup de chômage. Il y en avait un peu, mais vraiment très peu. Disons, il y en avait 10 fois moins. Il n'y avait pas beaucoup de SDF. Il y en avait quand même, mais il y en avait 100 000. Il y en a actuellement 700 000. Et donc, si on reprend l'ensemble des éléments, nous voyons que là, il y a une grande évolution vers beaucoup plus d'inégalités. Donc cette croissance se traduit par plus d'inégalités et par une redistribution des richesses des pauvres vers les riches. Et je rajouterai que ces inégalités sociales sont directement liées à des discriminations. On n'est pas pauvre par hasard dans nos sociétés. On a plus de chances d'être pauvre si on est une femme d'un milieu populaire, un jeune d'un milieu populaire, un immigré. Et pourquoi dire ça? C'est parce que ce que nous disons, c'est que face à ce type de croissance, à ce type de développement, eh bien, ce n'est pas en faisant plus de croissance qu'on arrivera à réduire les inégalités et à lutter contre les discriminations, c'est en luttant contre les inégalités et contre les discriminations que nous arriverons à inventer un autre type de croissance. Voilà déjà une première piste sur le dépassement de cette contradiction. La deuxième grande contradiction, c'est la question des contradictions Nord-Sud. Bon, évidemment, la représentation Nord-Sud est une représentation qui n'est pas... D'abord, qui a un peu changé. Hein, il y a une émergence dans un certain nombre de pays du Sud. Et puis, d'autre part, on sait qu'il y a un Nord dans les pays du Sud et il y a un Sud dans les pays du Nord. Donc, ce n'est pas une représentation complète ou totale. Mais il y a quand même une question, je dirais, d'inégalité géopolitique. Et effectivement, il y a un problème d'inégalité géopolitique qui est très directement lié, non pas à la question des richesses, mais qui est lié
à la question des formes de domination, et notamment aux guerres. Et donc, nous sommes dans un monde dans lequel la géopolitique est déterminée par les questions militaires et par les questions de guerre. Et nous ne pouvons pas réfléchir au développement uniquement comme on le faisait, comme on le fait, en disant que le développement c'est assez simple, il y a des périodes de croissance séparées par quelques périodes de crise. Des économistes américains comme Madoff, Suzy ou Barran disaient à un moment donné, mais c'est peut-être l'inverse. Peut-être que l'évolution qu'on a connue jusqu'à maintenant, c'est des périodes de crise séparées par quelques rares périodes de croissance. Et donc, effectivement, il faut savoir que nous devons réfléchir à la question du développement, y compris en intégrant la question militaire et la question des guerres. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un exercice très simple, qui n'est pas une preuve, mais qui est une corrélation. Si vous prenez une carte du monde, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, des gisements pétroliers, et que vous prenez une carte du monde des guerres, vous mettez l'une sur l'autre, et vous verrez que c'est la même. Et donc, il y a un problème fondamentalement de domination. La troisième contradiction, c'est la contradiction des limites écologiques. Là, il faudrait peut-être prendre un peu plus de temps, parce que c'est un problème fondamental qui met en évidence d'ailleurs les limites du néolibéralisme lui-même, conçu comme un système de croissance et un système productiviste. Eh bien, les limites écologiques, je ne reviens pas là-dessus, sur le droit des générations futures, et puis vous savez aussi que, effectivement, si on pense que le niveau de consommation pourrait être égalisé, disons au niveau européen, il faudrait 2 planètes, et au niveau californien, il en faudrait 3. Enfin, grosso modo, hein, je passe sur les demi-planètes. Parce que... Bon, alors, de ce point de vue, il y a quand même quelque chose qu'il faut dire. C'est que, peut-être qu'en fait, la question n'est pas l'égalisation des niveaux de vie. C'est peut-être nous qui disons qu'il y a une impossibilité si on voulait égaliser les niveaux de vie. Mais il y a certainement des gens dont ce n'est pas du tout l'intention d'égaliser les niveaux de vie, qui pensent qu'il y a une très bonne résolution à cette contradiction. Il suffit que les 2/3 de l'humanité n'atteignent pas ce niveau de vie. Et pour qu'ils n'atteignent pas ce niveau de vie, eh bien, on peut généraliser la guerre, on peut en tout cas généraliser le contrôle. Et actuellement, nous sommes quand même dans une période que certains appellent la période de la guerre perpétuelle ou de la guerre permanente, qui est d'une certaine manière une réponse de fait, je dirais, à la contradiction écologique. Maintenant, la contradiction écologique nous pose un problème plus fondamental encore, bien que celui-ci soit déjà très important, c'est le problème de la remise en cause, finalement, des conceptions fondamentales, des paradigmes de toute la question du développement capitaliste tel qu'il est posé. Parce que tout le modèle de développement depuis quelques siècles est fondé sur l'idée du marché illimité. À partir du moment où le marché n'est plus illimité, eh bien, il y a une involution à l'intérieur du système, et le système se grippe. Et donc nous sommes dans cette période dans laquelle le système se grippe, et qui amène d'ailleurs à remettre en cause le concept du développement. Et il y a toute une série de discussions très importantes sur l'évolution du concept de développement. Je vais vous en donner 2 exemples qui montrent à quel point ça peut prendre des formes vigoureuses. Nous, en tant qu'association de solidarité internationale, eh bien, nous sommes confrontés depuis une trentaine d'années à la montée en puissance des associations du mouvement humanitaire. Bon, heureusement, il y a des choses qui évoluent, et puis il y a des contradictions, y compris au sein du mouvement humanitaire et au sein de nos associations aussi, d'ailleurs, eh bien, dans lequel l'idée est, en tout cas, la question du développement, on ne sait pas comment y répondre, et finalement, c'est une question à laquelle on ne sait pas comment y répondre, ce n'est pas une question. Donc, il faut répondre à l'urgence. Il faut soigner, et ça suffit. Évidemment, cette conception, et qui est une conception très, très répandue, contrairement à ce qu'on pense, on peut le voir encore, elle a évidemment beaucoup d'inconvénients. D'une part, évidemment, elle est très occidentale, hein, puisqu'elle considère que nous pouvons aller soigner ceux qui effectivement mériteraient que nous nous occupions d'eux. Et puis, et d'autre part, c'est une conception qui considère qu'on ne peut qu'intervenir à court terme sans se préoccuper du long terme.
Et la critique que nous faisions, qui faisait qu'on nous appelait développementistes d'ailleurs, c'était que on ne peut pas uniquement intervenir sur le court terme. Il faut aussi, ce n'est pas dans l'urgence qu'on peut trouver des solutions aux problèmes structurels. Il faut, non pas sans dire il faut aller jusqu'aux causes, mais en tout cas il faut transformer structurellement les situations. Et à ce moment-là, transformer structurellement les situations, ça nous pose une question. Comment on fait quand on doit intervenir dans l'urgence? Parce que c'est vrai qu'il faut intervenir dans l'urgence. S'il y a des situations dramatiques, il faut quand même pouvoir faire quelque chose. On doit se poser la question de l'urgence, mais il faut se poser la question de la longue durée. Eh bien, la liaison entre les deux, c'est la question de la stratégie. La stratégie, c'est ce qui permet de lier l'intervention immédiate par rapport à une perspective. Donc le débat du développement, c'est un débat stratégique. Ça a 20 minutes. Ah, alors j'arrête? Non. Bon. 5 minutes. Oui, d'accord. Alors je vais... Donc cette question des inégalités est très importante, et de l'écologie, et elle conduit à une deuxième question que je laisse ouverte, c'est la question de la remise en cause fondamentale du concept de développement, par aussi bien François Partant que Latouche, etc., et toute l'école dite de la décroissance, consistant à dire, puisque en tout cas il ne peut pas y avoir d'autre solution, il faut refuser ce concept de développement parce qu'il est trop occidentalocentriste d'une part, et d'autre part parce qu'il conduit à une impossibilité. Bon, alors, je vais passer maintenant, justement... Ah oui, alors, pardon, il y a un quatrième point que je citerai simplement, c'est la question de la démocratie et des libertés. Parce que nous sommes dans un monde dans lequel l'insécurité est croissante. Insécurité écologique, insécurité sociale, insécurité civique. Et la réponse à cette insécurité, c'est la montée en puissance d'une idéologie sécuritaire. Cette fameuse stupidité de la tolérance zéro qui veut dire tout simplement l'intolérance totale. Eh bien, par rapport à cette insécurité, il y a justement toute une série de politiques qui sont mises en place et qui conduisent à donner une très grande importance, compte tenu y compris du passé, à la question évidemment de la démocratie et des libertés. Alors je vais revenir sur la décolonisation simplement pour dire que dans les fondements de la Déclaration pour le droit au développement, il y a 2 ou 3 idées qui sont très importantes sur lesquelles il faut revenir. La première idée, c'était le droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination a été justement une des grandes conquêtes des peuples pendant la décolonisation. Évidemment, ce droit à l'autodétermination pose un certain nombre de questions et de nouvelles contradictions, mais qui sont très importantes. Bon, d'abord, vous savez que c'est très difficile de définir ce qu'est un peuple. Pour ma part, je prends la définition d'un très grand juriste qui s'appelle Chaumont, et qui disait « Un peuple est le résultat de l'histoire de ses luttes ». Donc, un peuple n'est pas prédéterminé, n'est pas prédéfini. Mais les peuples existent. Et les droits des peuples existent. Et donc, cette question des droits des peuples est une question tout à fait fondamentale qui est au cœur de l'autodétermination. Il reste à discuter le rapport entre les peuples, les nations et les États, qui est compliqué. Comme vous savez, si vous prenez les Nations Unies, par exemple, la Charte des Nations Unies commence par « nous les peuples », elle s'appelle les Nations Unies, et en fait, c'est une organisation interétatique. Donc, il y a la nécessité de réfléchir à cette question. Mais les droits des peuples, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental et sur lequel il faut revenir. La charte de la Ligue internationale pour les droits et la libération des peuples, en 1976 à Alger, a construit une charte des droits des peuples pour compléter la Déclaration universelle des droits de l'homme, et dans lequel elle insiste sur l'idée qu'un peuple a droit à l'autodétermination externe, c'est-à-dire y compris jusqu'à son indépendance, et il a aussi le droit à son autodétermination interne. Et donc, il nous faut réfléchir, par rapport à toute l'histoire du mouvement de décolonisation, sur l'articulation entre l'autodétermination externe et ce que signifie l'autodétermination interne. Le deuxième point, c'était le droit de contrôler ses ressources naturelles. C'est quelque chose qui a été acquis par la lutte. Moi, je me rappelle que pendant la décolonisation, parce que je suis un peu plus âgé, que je me rappelle
d'un dirigeant de la Compagnie française des pétroles qui avait expliqué dans une interview publique que c'était une stupidité le droit de contrôler ses ressources naturelles pour un pays. Qu'en fait, il fallait laisser ceux qui étaient capables de les gérer pour l'ensemble de l'humanité de le faire. Donc les entreprises multinationales pétrolières. Et donc, l'idée du droit de contrôle des ressources naturelles est une question fondamentale. Mais à condition de tirer la leçon du passé et de dire que ça pose la question des rentes. Ça pose la question des rentes pétrolières et de la manière dont ces rentes sont utilisées et de la manière dont ces rentes sont appropriées. Donc cette question de l'économie mondiale de rentes est une question tout à fait fondamentale sur laquelle nous devons travailler. Et troisièmement, il y avait quelque chose qui est très important, c'est le droit pour un peuple de choisir son modèle de développement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire le droit pour un peuple de faire n'importe quoi, ou le droit pour un peuple de faire ce qu'il veut, par exemple, au détriment d'autres peuples. Mais ça veut dire surtout une chose dont nous savons aujourd'hui avec le néolibéralisme que c'est très important, c'est le droit de refuser qu'on vous impose un modèle de développement. Et notamment qu'on impose, par exemple, l'ajustement structurel à tous les peuples aujourd'hui. C'est le droit pour les peuples de refuser ce qu'on veut leur imposer pour chercher d'autres voies, pour définir en commun par le débat politique, démocratique et populaire des objectifs, pour définir en commun des politiques et des stratégies. Voilà un peu pourquoi cette déclaration sur le droit à l'indépendance est tellement importante. Le droit au développement. Pour le droit au développement. Qu'est-ce que j'ai dit ? À l'indépendance. À l'indépendance. Le droit au développement. Et pour terminer, je dirais que ça s'inscrit dans ce que porte le nouveau mouvement antisystémique, c'est-à-dire le mouvement intermondialiste. C'est l'idée que le développement aujourd'hui, et là je terminerai par deux phrases, d'une part, c'est quelque chose qui doit tenir compte des différents niveaux aujourd'hui de l'organisation des sociétés, c'est-à-dire locale, nationale, des grandes régions et mondiales, et que c'est à l'articulation de ces quatre niveaux qui chacun ont leur intérêt et leur importance qu'il faut arriver à définir des nouvelles modalités de développement, qu'il faut lier la question des droits des peuples aux droits individuels et collectifs, et que, à travers les forums sociaux, c'est développer une idée. Nous avons une alternative par rapport à l'organisation du monde par le marché mondial des capitaux. Cette alternative, c'est l'accès aux droits pour tous. L'accès aux droits pour tous, c'est-à-dire que la Déclaration universelle des droits de l'homme devienne un programme et pas simplement une déclaration. Et à partir de là, on peut travailler pour réorienter un certain nombre de choses. Évidemment, ça implique la question d'une redistribution et la question des taxes internationales. Ça implique toute une série d'autres conséquences et ça implique surtout la mobilisation des mouvements pour justement obtenir l'accès aux droits pour tous à l'échelle mondiale.